Très bien, tac. Alors pour être tout à fait honnête, c'est ma première communication publique, donc je suis Ouais. un petit peu stressé. Donc voilà, je suis donc Mathieu Dupuis, je suis psychologue clinicien et doctorant en psychologie clinique dans le laboratoire de psychopathologie et neuropsychologie de l'Université Paris 8, sous la direction de Marie-Carmen Castillo et de Marie Koenig. Je suis également doctorant salarié à l'association Œuvre Faleret sur Paris et mise à disposition du dispositif d'appartement à coordination thérapeutique, un chez soi d'abord Paris. Merci pour votre invitation à ce très, très beau colloque extrêmement d'actualité et nécessaire, il me semble. Donc, je suis là pour vous parler de la co-construction entre usagers et professionnels dans la recherche et le soin, et peut-être plus particulièrement dans le domaine de la santé mentale. Ok. Tout d'abord, nous évoquons la santé mentale comme un espace commun mais divisé, ce qui nous permettra d'élaborer un peu le contexte historique, voilà, qui va nous servir aujourd'hui et qui va nous amener à parler des changements de pratique et de la reconnaissance de l'usager qui tendent à arriver aujourd'hui dans le domaine de la santé mentale comme un espace mis en commun. Et enfin, nous verrons une nouvelle articulation des savoirs expérientiels et professionnels comme un savoir mixte et ce vers quoi nous pourrions tendre, ce qui me semble peut-être intéressant vers là où aller. Donc, d'un point de vue un peu historique, on est passé en santé mentale d'un fatalisme à un nouvel espoir, et ce grâce à un nouveau paradigme, celui du rétablissement, que nous allons définir un petit peu plus tard. Mais ça se déroule dans un contexte historique, principalement aux États-Unis, avec la désinstitutionnalisation de la psychiatrie dans les années 60-70 et l'émergence d'un nouveau concept de soins beaucoup Tu plus sais juste que communautaire. Je disais donc l'émergence d'un nouveau concept de soins plus communautaire, plus porté par les citoyens, qui a permis une nouvelle conception de la psychiatrie, enfin, ou de la santé mentale, et notamment concernant la schizophrénie. De ce changement de politique de santé, ainsi que l'émergence de nouvelles revendications de la part des usagers, a donc permis l'arrivée d'un nouveau paradigme à la fin des années 80, celui du rétablissement. Donc ce nouveau paradigme ambitionne une vie satisfaisante pour toute personne vivant avec un trouble psychiatrique. Donc ça, c'est vraiment une définition très généraliste et l'une des premières définitions qu'on peut réellement avoir concernant le rétablissement, qui a été donnée par Anthony en 1993. Et ainsi, ce nouveau paradigme permet de réaliser un virage très important dans la philosophie des soins qui ont été apportés, enfin qui sont apportés aux usagers, et le fatalisme de la maladie, le trouble, sans espoir, laisse place à la possibilité au choix de vie des personnes, concernant la famille, le travail, la vie sociale et tous les enjeux voilà, qui peuvent graviter autour de l'usager. Ce paradigme permet de penser la personne en tant que telle, elle n'est plus définie par la maladie, on n'est plus schizophrène, on vit avec une schizophrénie, et ce qui commence à faire de grandes différences dans les accompagnements ou dans les soins. L'objectif du paradigme de rétablissement est de se centrer sur la personne et non sur les symptômes. Donc, ça fait penser également à toutes les théories humanistes développées par Carl Rogers notamment. Et l'usager est perçu dans sa globalité, les symptômes certes, parce qu'ils sont présents, il ne faut pas les oblitérer, mais également sa vie de famille, son entourage, son travail, la vie amoureuse, etc. Nous nous concentrons plus uniquement sur les difficultés éprouvées, mais surtout sur les forces de l'usager, sur ses ressources, ses envies, ses besoins et ses valeurs. Et c'est cette notion de valeur qui apparaît aujourd'hui de plus en plus. Et donc l'aspect fataliste et stigmatisant de la maladie tend à être de plus en plus écarté. Et pour appuyer un peu ces propos de changement de pratique,
on peut reprendre voilà, ce schéma qu'on peut retrouver sur le site de toupie.fr qui explique un peu les différences qu'on peut trouver entre exclusion, intégration et inclusion. Donc, on était d'abord, d'un point de vue historique, sur un système d'exclusion avec la cité représentée par le cercle et les citoyens, on va dire, classiques, avec les petites billes violettes, et les malades qui étaient écartés de cette cité. On est arrivé ensuite sur un système d'intégration où on intègre les personnes dans la cité, mais en tant que personnes différentes. Et c'est pour ça que voilà, sur ce graphique en haut à droite, on peut voilà, voir une séparation encore présente. Donc ça, c'est le système qui est encore très présent aujourd'hui sur la pratique clinique et sur le terrain, mais on tend de plus en plus, et notamment avec les groupes d'entraide mutuelle, les GEM, à aller vers un système plus inclusif où les personnes souffrant de troubles, quels qu'ils soient, sont inclus dans la société, non plus car elles ont une pathologie, non plus voilà, avec cette caractéristique-là, mais en tant que personne à part entière, en tant que citoyen. Et ces mouvements, ce changement de perception a notamment été porté, comme il a été dit précédemment, par le milieu militant, et notamment le milieu militant de la psychiatrie aux États-Unis, avec le mouvement des survivors. Donc, c'est avec l'arrivée du paradigme de rétablissement qui s'est développé, et donc avec les revendications directement portées par les usagers, que ce mouvement est né. Et donc, les survivors, c'est grossièrement traduit les survivants de la psychiatrie qui rejettent les conditions de soins qu'ils subissent, le manque de considération de leurs choix et les traitements qui leur sont imposés. Et le fait qu'ils soient, et c'est peut-être surtout ça, réduits à leurs seuls symptômes. Donc qu'ils ne soient plus considérés comme des citoyens est vraiment une part à part entière de leur combat. Et c'est, moi, ce que je trouve intéressant, c'était cette expression pratiquement oxymorique de survivants, survivors, d'un lieu de soins tout de même, qui exprime le mal-être subi dans les institutions par les usagers. Donc, c'est donc au milieu des années 80, dans ce contexte de désinstitutionnalisation aux États-Unis, que les usagers, les anciens usagers, les proches d'usagers ont réussi à faire entendre leur voix. Et ce nouveau courant militant a permis de mettre en lumière les pratiques parfois déshumanisantes utilisées dans le milieu de la psychiatrie. On pourra citer l'isolement, la contention, qu'elle soit physique ou chimique, la privation de nourriture qu'on a pu retrouver à certains moments. Et comme nous l'évoquerons ultérieurement, c'est l'attentisme conféré aux patients qui cède à une reprise de pouvoir, à l'empowerment, comme nous l'évoquions aussi. Et notamment, voilà, ça a été acté et mis en lumière par l'évolution des droits, et notamment la loi 2002 en France. Alors, on en a déjà parlé tout à l'heure, donc je vais pas revenir longuement dessus, mais déjà, ce qu'on peut voir là dans les deux articles, enfin dans les deux parties de l'article 3 que j'ai pu citer, que vous retrouvez à l'écran ici, c'est la loi 2002 qui souligne deux aspects essentiels, il me semble, voire même nécessaires, dans le soin en santé mentale. L'adaptation des soins à la personne, une personnification des soins, mais au sens le plus large possible, ainsi que l'élaboration d'un projet de soins avec la personne concernée ou son représentant légal. Et c'est pour moi vraiment le cadre qui aujourd'hui va nous permettre de pouvoir un petit peu dépasser les pratiques qu'on peut avoir aujourd'hui, qui restent encore un petit peu éloigné de cette loi, mais en tout cas, aujourd'hui, on a cet outil législatif qui nous permet de pouvoir conférer et de pouvoir donner plus de droits, plus de citoyenneté aux usagers et de pouvoir travailler avec eux dans ce sens-là. Donc, ça, il me semble que ça implique une restructuration importante de la manière de penser le soin,
dans le positionnement des professionnels, comme on a pu évoquer tout à l'heure avec notamment les médiateurs santé-pair, enfin en tout cas le début de l'histoire des médiateurs santé-pair en France. Également la philosophie du soin de manière plus générale, comme on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus. Et cela demande aussi l'évolution des concepts employés et notamment de la terminologie qu'on va pouvoir utiliser au quotidien. Et donc, c'est ce que j'ai voulu évoquer aujourd'hui, parce que ça traduit un changement, euh, mais ça traduit aussi encore le chemin qui nous reste à parcourir. Et j'ai voulu prendre deux exemples, celui du terme de patient et qui se transforme petit à petit en celui du terme d'usager. Donc voilà, donc on va commencer par celui-ci. Et donc, le terme de patient peut encore peut-être trouver une signification dans le soin somatique, mais son utilisation en santé mentale me semble probablement un petit peu désuet. Euh, donc, patient, c'est celui qui attend, celui qui est passif, et ce n'est peut-être pas le terme le plus adéquat si nous souhaitons mettre en place la participation et la collaboration des personnes dans un projet de soins. C'est pour cela que la notion de patient est petit à petit remplacée par celle d'usager. C'est donc une évolution tout de même relativement récente, euh, qui est permise par la loi 2002, il me semble. Et l'individu n'attend plus que le professionnel de santé lui dicte ce qu'il doit faire. Il prend part à la réflexion le concernant, il participe aux prises de décision, il n'est plus passif du système, mais en devient un acteur. Et ce changement de sémantique, très inspiré par le terme de client qu'on va retrouver dans la littérature anglo-saxonne comme un utilisateur de service, démontre une réelle volonté de transformation, tant dans l'approche théorique que dans la posture des professionnels de terrain. Et un deuxième exemple, pour appuyer ces changements qui sont toujours en cours, celle de la prise en charge, de la notion de prise en charge qui cède petit à petit sa place à celle d'accompagnement, toujours dans le cadre de la santé mentale. C'est peut-être un petit peu encore différent et dans un autre contexte, dans le soin plus somatique. Et cette transformation de vocabulaire s'illustre donc également avec ces deux notions, et elle témoigne d'un changement de pratique s'opérant par les professionnels. Ces derniers ne portent plus un patient vers le soin, ils guident un projet qui a été co-construit en collaboration donc avec un usager. Et c'est notamment des textes, enfin des termes qu'on va retrouver aujourd'hui dans par exemple, ce qui va fixer le cadre légal du dispositif Un chez soi d'abord. Le terme de patient a été remplacé par le terme d'usager et à minima par le terme de locataire. Et on ne retrouve plus le terme de prise en charge, mais d'accompagnement, ce qui montre que depuis la loi de 2002, il y a quand même eu une certaine évolution. Donc ces évolutions terminologiques attestent d'une volonté législative et de pratique tout de même par les professionnels à admettre un changement du rôle de patient à usager, de passif à acteur, et progressivement le soin en santé mentale n'est plus un acte de professionnel vers un patient, mais bien une co-construction de soins entre les différents acteurs. Et donc, c'est ce qui nous amène à penser le changement des pratiques et de la reconnaissance de l'usager qui est vraiment en train d'être mis en place aujourd'hui et qu'on voit apparaître d'un point de vue très terrain. Et donc, il me semblait important de pouvoir redéfinir ce qui pouvait être le savoir professionnel et les penser peut-être encore un petit peu aujourd'hui comme étant des savoirs en conflit, voire peut-être même en opposition. Et donc le savoir professionnel, qui est un savoir scientifique, basé sur la preuve, qui s'apprend, qui est commun à tous les professionnels. Et de l'autre côté, on a le savoir expérientiel, un savoir basé sur l'expérience, le ressenti, sur l'histoire de la personne. Il est donc, même si aujourd'hui les formations médiateurs santé-pair arrive à harmoniser ce savoir, mais il reste tout de même, il me semble, très unique et très singulier pour chaque usager. Et pour montrer un peu ce conflit qu'on peut retrouver entre savoir professionnel et savoir expérientiel, on peut prendre l'exemple de la médication. Et c'est des choses qu'on peut voir voilà, en tant que soignant
régulièrement sur le terrain. La médication est donc nécessaire, c'est absolument pas enfin, en tout cas très utile. C'est pas le but de ce propos-là, mais elle a un revers qui sont les effets secondaires, et notamment quand on parle de médicaments en santé mentale, avec notamment par exemple des prises de poids qui peuvent être très importantes, qu'on va appeler des impatiences, une salivation excessive ou justement ce sentiment de bouche très sèche. Ces effets secondaires sont souvent à l'origine d'une rupture de traitement. Et quand un usager en parle à son médecin psychiatre, par exemple, c'est très très peu écouté. Et on a souvent cette phrase que j'entends très régulièrement, de oui, il y a des effets secondaires, mais en même temps, le traitement marche. Mais du coup, c'est voilà, cette parole d'usager, ce savoir qui peut acquérir au fur et à mesure, n'est pas écouté de la part, enfin pas souvent, pas tout le temps, écouté de la part des professionnels. Voilà, on est dans cette période de transition. Pourtant, on voit apparaître des outils de terrain, des outils institutionnels, des outils de recherche qui permettent de faire entendre la voix des usagers dans ces différents domaines. Donc, on va par exemple retrouver dans la santé des nouveaux modèles d'accompagnement comme le case management, qui permet voilà à des professionnels de prendre une place un petit peu particulière dans les accompagnements et qui vont servir un peu de porte-voix des usagers auprès des différents professionnels que l'usager va pouvoir rencontrer dans sa vie de santé. Et voilà, donc on retrouve également les médiateurs santé pairs. Je les ai mis à la fois dans la santé parce qu'ils ont ce rôle dans les équipes d'accompagnement. J'ai eu la chance et j'ai encore la chance de travailler avec des médiateurs santé pairs, et le bénéfice qu'ils ont est remarquable, à la fois de transmission d'expérience, mais aussi cette capacité à pouvoir traduire aux équipes professionnelles ce que peuvent ressentir les usagers, et c'est un atout voilà essentiel. On va retrouver également toujours en santé mentale les plans de rétablissement, voilà, qui permettent de mettre en valeur enfin de mettre en lumière les valeurs, les besoins euh, des usagers, et également les directives anticipées qui sont là plutôt qui sont venues des soins somatiques. On parlait tout à l'heure peut-être de cette avance de l'un sur l'autre. En tout cas, il y a une certaine communication. Dans les institutions, on retrouve également voilà, des associations d'usagers pour faire valoir les droits, des associations d'aidants, des représentants d'usagers dans certains comités aussi décisionnaires. Voilà, j'ai remis du coup les médiateurs santé pairs parce qu'ils prennent cette place institutionnelle, enfin ils commencent à prendre cette place dans l'institution de plus en plus importante, et ce qui est très très intéressant. Mais encore une fois, on retrouve cette phase de transition où on va avoir une intégration, enfin en tout cas une inclusion de plus en plus forte dans l'institution, mais par exemple avec on a pu voir ça dans le PTSM très récemment, donc le plan territorial de santé mentale, où l'avis consultatif des usagers est demandé, mais c'est un avis consultatif et qui arrive vraiment en fin de parcours de l'écriture des politiques de soins à venir. Donc, ce qui est quand même tout à fait regrettable, je pense, dans dans cette dynamique d'inclusion et d'intégration. Et dans le domaine de la recherche également, on retrouve de nouvelles, j'ai envie de dire, mais nouvelles peut-être en France, modalités de recherche comme la recherche participative, qui permet de mettre une forme d'égalité ou en tout cas d'équité entre le chercheur et les personnes qui passent la recherche, qu'elles soient professionnelles ou usagers, et aussi des modèles de recherche-action qui permettent de faire le lien entre le monde de la recherche, qui peut être parfois un petit peu loin, et du monde de la clinique et du monde de terrain. Voilà, donc il y a de belles initiatives qui sont en train d'être mises en place, mais c'est encore une fois le tout début. Et enfin, ce vers quoi on pourrait aller aujourd'hui, ce vers quoi il me semble intéressant d'aller aujourd'hui, alors on va commencer peut-être par poser les limites du rétablissement et ce à quoi il faudra faire attention dès à présent.
notamment sur le rétablissement comme un nouveau critère d'évaluation des services et des professionnels. C'est des choses qu'on commence à entendre, on commence un petit peu à entendre en tant que soignant. Combien de plans de crise avez-vous fait signer? Combien de plans de rétablissement ont été actés, mis en place? Et ça devient vraiment une manière d'évaluer si un service fonctionne comme il devrait fonctionner, et ce qui est, je pense, un petit peu limitant quand on prend quand on prend en compte la temporalité des usagers, qui est parfois en décalage avec les temporalités de service. Donc voilà, donc c'est un petit point sur lequel il va falloir faire attention. Euh, Également, le rétablissement comme un moyen, une nouvelle pression pour les usagers. Euh, Pareil avec ces nouvelles verbatines qu'on va pouvoir entendre, du type j'ai fait une rechute, je me suis écarté de mon processus de rétablissement, j'ai fait, voilà, enfin, tout ce genre de verbatines qui montrent que le rétablissement peut devenir une nouvelle pression pour les usagers. Et une dernière limite que j'ai voulu identifier ici, c'est la limite de la méthodologie quantitative, qui est aujourd'hui très, très répandue, en France en tout cas, et qui, il me semble, est assez peu pertinente pour exprimer le rétablissement. Peut-on réellement chiffrer un processus, un parcours de rétablissement? C'est, en tout cas, d'un point de vue expérientiel, il me semble assez compliqué de le faire, et très peu pertinent surtout. Et donc, c'est peut-être ce vers quoi on se dirige, un savoir professionnel, expérientiel, un exercice de la pensée critique, comme passer de l'opposition à un savoir partagé. Et c'est là où va s'inscrire ma thèse que je vais évoquer juste après, c'est pour voilà, contextualiser un tout petit peu, et une harmonisation du savoir à un niveau microscopique, c'est-à-dire que un savoir qui puisse être partagé entre professionnels et usagers, mais au sein d'un service qui sera peut-être différent du savoir partagé d'un autre service ou dans un autre dispositif. Et donc là, on arrive du coup au niveau de mes travaux actuels. Donc rétablissement, empowerment et inclusion, accompagner des personnes souffrant de troubles psychiatriques ayant connu des situations d'errance. Donc c'est dans le cadre du dispositif Un chez soi d'abord Paris que cette recherche sera menée, et elle vise à co-construire un savoir qui soit partagé entre les professionnels et usagers de ce dispositif-là, et uniquement de ce dispositif-là, avec une méthodologie participative et de recherche-action sous la forme et la modalité de focus group, où des professionnels et des usagers, des locataires en l'occurrence, vont pouvoir discuter autour de certaines notions comme voilà, le rétablissement, l'empowerment et l'inclusion, et en faire une définition qui puisse être partagée et admise par les deux parties, donc professionnels et usagers. Et enfin, c'est vraiment ce que j'espère pouvoir démontrer, ou enfin en tout cas ce que j'espère, le phénomène qui va pouvoir se dérouler au cours de cette recherche, c'est qu'il peut y avoir une amélioration de l'efficience de l'accompagnement grâce à une personnalisation accrue de ces derniers. Est-ce qu'on va pouvoir, voilà, est-ce que un savoir commun permet de mieux accompagner des usagers dans un projet de soins personnalisé. Et enfin, pour conclure, on a donc vu qu'il y avait un nouveau paradigme de soins, qui est le rétablissement, qui a permis un changement des pratiques, tout de même importantes depuis maintenant une bonne dizaine d'années, et qui s'accélère de plus en plus, j'ai l'impression, mais qui reste encore très très apathique, voilà, encore un peu poussif, mais qui, je l'espère, va mener sur un espace de collaboration et de co-construction entre usagers et professionnels, et faire tomber un peu ce clivage qu'on peut retrouver. Donc, je vous remercie de votre attention, je vous remercie pour cette invitation, et je remercie les organisateurs de cet événement, et principalement Luigi Flora, avec qui j'étais en lien, voilà, pour cette participation. Et je vous mets, voilà, pour conclure, les références que j'ai pu utiliser pour cette intervention. Merci.